Quand nous chanterons le temps des cerises, les guerres le signal, les mers, nos cœurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité, à Racaille, la 99e, avec aujourd'hui, toujours dans le studio, mon camarade Jean, qui va vous parler tout au long de cette émission de ses turpitudes artistiques, enfin, je déconne, non, qui va continuer à nous enrichir votre... Pas les miennes, hein, celles des autres. Encéphale, si oui, d'accord. Avec donc à Racaille, sur Radio Libertaire, la plus rebelle des radios, sans Dieu, sans maître, sans publicité, avec aujourd'hui une première partie un peu spéciale dont Jean va vous dire quelques mots avant d'envoyer la musique de circonstance. C'est bien comme ça qu'on avait prévu la chose. Oui, alors t'as oublié de préciser que dans le bocal, ce matin, un espèce de piquet-cou Maïté barbu, oui. À lunettes. Oui. Ouais, c'est Robert qui assure la régie ce matin. Oui. C'est important de... Oui, c'est important comme ça. Donc on vous demande toute votre indulgence. Faut vous préparer à des grands blancs, des petits noirs. Voilà. Et effectivement, ce matin, une émission un peu exceptionnelle parce que pendant le premier quart d'heure de l'émission, on va recevoir des invités exceptionnels. Et alors, seulement le premier quart d'heure, hein, je précise. Ensuite, on reviendra à nos dadas habituels. Et puis, pour en quelque sorte en hommage à ces invités exceptionnels, pour les mettre en jambes, on va s'écouter une des magnifiques chansons de la collaboration interprétée par André Dassari, hein, l'inoubliable, je dirais même, André Dassari, hein, vous allez reconnaître la chanson des Blés d'Or.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, la plus rebelle des radios, la plus rebelle des émissions, les plus rebelles des animateurs, avec tout de suite, dans la foulée de ce petit blabla matinal, une introduction à ce qui va suivre dans cette prochain quart d'heure. Sensible à la complaisance coupable affichée par certains animateurs de cette radio vis-à-vis d'organisations proches des néo-nazis, des néonazes, comme on dit dans notre milieu, Arakaï a invité ce matin Pierre Casburn, président de Riposte Méphitique. Il répondra aux questions de notre ami Félix Pied-de-Biche. Pied-de-Biche, c'est à vous. Eh bien, d'abord bonjour à tous les auditeurs de Radio Libertaire. Je pense qu'ils écoutent aussi régulièrement mon émission qui a lieu à un autre moment de la semaine, ils me reconnaîtront. Alors, mon très cher Saint-Pierre, ce que j'aimerais, mais j'imagine que les auditeurs avec moi, c'est savoir comment a commencé l'aventure, on peut appeler ça comme ça, hein, l'aventure de Riposte Méphitique. Eh bien, mon cher Félix Pied-de-Biche, par une feuille de chou en ligne de chemin de fer, la désormais fameuse Republica. Ah, inoubliable. Nous la voulions résolument comme elle respire, ancrée à 20 dieux dans le combat du front républicain et laïque. Comme on dit lors de nos apéros, pinard, sauciflard. La vache. Bon, et alors, oui, c'est beau. Hein. Et alors, au-delà du dedans comme du dehors, d'ailleurs, hein, la laïcité n'est-elle pas une couverture pour dissimuler une guerre, je dirais, exclusivement quand même, appelons les choses par leur nom, hein, exclusivement dirigée contre le poil intégral Oh mon cher Félix Pied-de-Biche, j'en suis toute chose, et je répondrai d'une voix unanime, absolutely. Je vois qu'heureusement qu'il n'y a pas que des choux rêveurs, mon Dieu. C'est la belle province française, des doux rêveurs et des utopistes fumeux à la fa. Soyons honnêtes et sans bavure, les laïcs sont aujourd'hui minoritaires en nos rangs d'oignons, car nombre de fiers croisés nous ont rejoints, mon cher Dac. La laïcité est un gage de pets, pour l'inanité, le fer de lance d'une lutte gréco-romaine, aujourd'hui hélas dominée par les Turcs, contre l'axe du mal de l'obscurantisme islamiste. Je vais être très clair de notaire, si demain à couper, les minarets n'ont pas totalement remplacé les clochers dans nos belles campagnes, ce sera un peu beaucoup, grâce à nous, grâce à moi, mon cher Félix Pied-de-Biche Dac. Impressionnant, hein. Mais alors vous pensez donc, j'essaye de traduire, hein, bon, c'est vrai que vous n'y allez pas par quatre chemins, mais bon, j'essaye quand même de traduire pour nos auditeurs. Non, seulement un petit chenin qui sent la noisette, mon cher. Vous pensez donc que le poil intégral est une régression sur le chemin de Fatma de la nécessaire, quand même, égalité entre les hommes et les femmes? Bien évidemment, mais bien évidemment. J'insisterai en répétant bien évidemment. Il faut, autant que le pinard, tirer le signal d'alarme. Tout comme l'islam est en train de pervertir la jeunesse de nos cités. Comment voulez-vous qu'une femme seulement vêtue du poil intégral fasse à son homme des patates en robe de chambre digne de ce nom? Excusez-moi, je devrais pas rien. Alors que vous, pour vous manifestement, c'est très très sérieux, quoi, et que bon, alors je me rattrape. Hein, en effet, moi aussi, je vois que je vous trouble, mon cher Félix. Mais enfin, la loi, il y en a une. La loi contre le poil intégral a dû vous apporter quelques baumes de Venise au cœur vaillant. Rien d'impossible, non? Oh, mon cher Félix Pied-de-Biche, alias le revenant Dac Pierre. Tout à fait, répondrai-je en y répondant. Mais ce fut à canon de courte durée. Il suffit de regarder les choses dans le détail de l'histoire pour déchanter.
Pourquoi tous ces compromis, chose due? Il n'y a qu'à pas admettre profond la burqa près des lieux de culte et des ex-shops et autoriser l'autorité à faire ôter sur l'heure ce pôle intégral qui offense le genre humain, nos filles et nos compagnes, en particulier la femme. Oh, c'est une redoutable démonstration. Hein. Mais enfin, vous pensez que le gouvernement, comme il respire, hein, a peur en faisant simplement respecter la loi de 1905, hein, je le rappelle, a peur de déclencher une émeute. Mais bien sûr, l'offensive islamiste a circoncis jusqu'au moindre velléité de pouvoir de lutter contre le viol permanent des lois de la République. Je tourne la page. Va-t-il vraiment falloir offrir aux musulmans des lieux dédiés où vont pouvoir s'exhiber tous les vendredis, le cul en l'air, jour de pénitence et de poisson, à poil intégral? Et à propos de poissons, Lampedusa, Médusa, vous en pensez quoi exactement, vous? Eh bien, j'en pense, c'est-à-dire que je suis pas du tout hostile à ce que l'on mange du poisson le vendredi. Et le Lampedusa Médusa, c'est un poisson que j'apprécie particulièrement. Mais pour en revenir à votre question, à propos de poissons, j'en suis médusé. Abandonné par l'Union européenne, Berlusconi se venge en faisant passer, grâce à l'espace Schengen, des milliers de bachibouzouks encagoulés, enturbanés en France, françaouis. Résultat, si nos braves soldats bleu-blanc-rouge se font tirer comme des lapins en Afghanistan, ce sont les talibans et les talibanes qui font la loi sur notre sol sacré, qui est à nous, le sol sacré. Les Français ne sont plus chez eux, ni à Montauban, ni à Abidjan, et il faut le dire sans embâge, avant de faire nos bagages. Ah oui, enfin bon, vous trouvez quand même que vous n'y allez pas un peu fort de café turc, là. C'est-à-dire que le café turc, quand on n'en boit pas la lie, peut être un café absolument sublime, à condition de s'arrêter avant de toucher le fond. Mais je vous répondrai, dans cet esprit de sel, absolument pas. Chaque jour, ce sont des centaines de nouvelles femelles qui adoptent le port épique du poil intégral. Et depuis que nous parlons, ce sont des milliers de puissants haut-parleurs qui ont été achetés par la finance islamique et qui sont maintenant aux mains de tout autant de prieurs fanatiques, uniquement préoccupés de communautariser davantage notre pauvre vieille société. Civilisation chrétienne, tu fous le camp. Soyez-en certains, si nous ne sonnons pas chaque jour qu'Allah fait la lali, nous mangerons halal avant qu'il ne fasse nuit. Et alors, fini le pinard, fini le sauciflard, fini ce qui fait la beauté de notre pays. Le cochon. Riposte méphitique vous aura prévenu. Bon, bah écoutez, c'était une intervention très forte. Hein. Je pense que c'était important que Arakaï permette aux auditeurs de Radio Libertaire d'avoir un écho des pensées foireuses de riposte méphitique. Écoutez, merci, hein, en tout cas, mon très cher Saint-Pierre à fusil, hein, je suis sûr que nos auditeurs auront été sensibles à votre cri du cœur. Et puis si les élites politico-médiatiques qui gangrènent notre pays, on peut le dire comme ça, sont manifestement décidées à livrer corps et âme notre France à la fourberie de l'offensive islamiste, hein, le peuple, le vrai, celui qui forme l'essentiel des auditeurs de Radio Libertaire, se souviendra de votre passage dans ces locaux bénis entre tous par notre vieille fédération. Radio Libertaire? Vous êtes sûr? Par Allah, je me suis encore trompé. J'avais rendez-vous sur Radio Nostalgie. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Et pour... Allez, donne-nous une petite clé quand même. Oui, une petite clé que vous pouvez trouver dans l'éditorial du Monde Libertaire de la semaine passée, que je vous livre d'Orechef de Gare, comme dirait notre camarade Félix Pied de Biche. Riposte laïque, organisation hyper républicaine dissimulant un discours profondément xénophobe et raciste derrière le voile de la laïcité,
s'est associé à 2 autres groupuscules nauséabonds, le Bloc identitaire et Résistance républicaine, le temps d'une conférence de presse sur le débat gouvernemental autour de l'islam et de la laïcité, où la haine de l'étranger s'est exprimée avec ferveur. Riposte laïque ne fait encore que confirmer sa posture politique, le camp dans lequel elle se trouve, c'est-à-dire celui de la réaction, dans ce qu'elle veut, dans ce qu'elle a de plus extrême, à savoir l'extrême droite. Ces 3 guignols, derrière un discours qui se veut non conformiste, font, en réalité, pleinement jeu du pouvoir. Dans le sillage turbide de l'UMP, ils stigmatisent à qui mieux l'immigration, favorisant l'émergence, si ce n'est pas l'enracinement, d'un climat xénophobe, entre autres destiné à noyer la lutte des classes, en pointant l'étranger comme principal responsable du problème social. Si l'islam, comme n'importe quelle autre religion, est une entité à combattre au nom de l'émancipation individuelle et collective, nous autres anarchistes n'entrerons pas dans les logiques de l'État en mettant en avant la critique d'une religion au détriment des autres. Ce n'est pas les musulmans en tant que tels qui doivent être combattus, mais les valeurs qu'ils portent quand ils se réclament d'une religion qui, à l'instar du christianisme, du judaïsme et de toutes les autres religions, est une insulte à l'intelligence et un dérivatif fatal à la nécessaire lutte des classes. Voilà. Merci au monde libertaire pour cette mise au point. Oui, c'était important parce que c'est vrai qu'il y a quelques animateurs de cette radio qui se sont légèrement compromis, même si nous pouvons comprendre que nous nous battons tous ici pour que chacun puisse s'exprimer, y compris ceux qui ont des idées très, très différentes ou complètement à l'opposé des nôtres. Leur offrir une tribune, c'est autre chose. Voilà. Absolument, mon cher Félix. Ni la FA ni Radio Libertaire n'ont à offrir une tribune à des idées aussi nauséabondes que celle-là. Voilà. Tout à fait. Que celle de riposte laïque ou riposte méphitique, comme vous pourrez la rebaptiser à partir d'aujourd'hui. Merci mon camarluche pour ce point final à ce blabla qui relatait les turpitudes turbides. Et puis pour finir en beauté avec ce premier quart d'heure, si on se refaisait un petit Dassari, non? J'en dis que du bien. En grimpant avec lui dans la montagne.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, à Racaille, la 99e. Ouais, la semaine prochaine, la 100e, on va fêter ça avec un petit Cheverny qui sent oui, ça, bon, au moins. Avec tout de suite notre camarade Jean, vous savez qu'il est missionné à l'histoire de l'art, à votre instruction, qui va tout de suite se pencher vers un texte qui concerne, mon Jean, les pouvoirs de l'image et de l'art. Mamma mia. Ouais, par Ralph de Koninck. Je sais rien du tout sur ce Ralph de Koninck, à part que c'est un chercheur belge qui travaille à l'université de Louvain, peut-être, ou je ne sais plus, mais je ne sais même pas quel âge il a, en quelle année il est né et tout. Mais enfin, les travaux de cette université, enfin plutôt de ce groupe d'universitaires, sont remarquables. Hein. Alors l'essai, lui, il a été publié en 2002 pour l'atelier d'esthétique, qui regroupe justement des chercheurs belges qui s'intéressent aux choses de l'art et qui écrivent, comme je l'ai dit, des choses remarquables. Hein. Dans cet essai, en tout cas publié en 2002, le philosophe Ralph de Koninck nous transporte des origines de la peinture et de la sculpture jusqu'au soi-disant iconoclaste de l'art contemporain, en passant par les artistes qu'on peut qualifier de narcissiques de la Renaissance. Pour lui, l'image, et a fortiori bien sûr l'image artistique, occupe un espace incertain entre indice et symbole, entre présentation et représentation, entre opacité et transparence. À mi-chemin du signe décorporéisé et du corps indicible, elle ne doit en fait l'image son pouvoir qu'à se maintenir dans cet entre-deux, riche des deux registres, mais orpheline de leur efficacité spécifique. Au commencement était l'ombre. À en croire le récit fondateur rapporté par Pline l'Ancien dans son Histoire naturelle, la peinture, comme la sculpture qui en dérive, serait en effet née de l'ombre, et c'est de cette naissance en négatif que la représentation aurait tiré son principal pouvoir, celui de maintenir présent un être absent. En se substituant à l'amant, le simulacre sculpté offre une compensation de sa disparition, voire de sa mort. Car si la métaphysique de l'image trouve son origine dans une relation érotique interrompue, l'image est créée à l'occasion du départ de l'être aimé, elle suppose aussi un lien indéfectible fondateur avec la mort et le deuil qui l'accompagnent, Eros et Thanatos se tenant la main. Dès ses origines, la peinture s'impose comme le lieu par excellence d'une transaction entre la présence et l'absence, le vif et le mort, le visible et l'invisible. C'est à ce titre qu'elle put remplir une fonction religieuse, le double n'étant plus alors perçu comme un pur symbole, mais bien comme l'incarnation du disparu auquel un culte peut être rendu. La valeur commémorative du simulacre se double ainsi d'une valeur religieuse. Une autre forme de filiation s'impose. À celle qui lie l'œuvre à son modèle en régime indiciaire, succède celle qui lie l'œuvre à son créateur en régime iconique. Filiation calquée sur la relation qu'entretient Dieu avec sa création, le nouvel artiste démiurge tendant à accaparer les anciennes prérogatives de Deus Pictor. La confusion entre l'image et son modèle, encouragée dans le premier régime, fait place à une identification de l'œuvre à son créateur. La représentation artistique n'est désormais plus une œuvre non faite de main d'homme, mais un objet produit artistiquement par un regard et pour un regard, objet qui ne renvoie plus tant à un au-delà qu'au seul esprit du créateur, comme pouvait le déplorer le prédicateur italien Savonarola. Chaque peintre se peint en fait lui-même, comme on aime à le dire. Dans la mesure où il est peintre, il peint sa propre idée. Par conséquent, si l'œuvre reste un indice, elle l'est essentiellement du travail du peintre. À l'ancienne idolâtrie répond le narcissisme ou la vanité moderne, stade du miroir, désormais concurrent de celui de l'ombre. Alberti n'attribue-t-il pas l'invention de la peinture à Narcisse? Dans un effort de conciliation des deux paradigmes de l'ombre et du reflet,
Giorgio Vasari attribue l'origine de la peinture au geste de Gigeste, également rapporté par Pline. Se tenant près du foyer, il regardait son ombre portée sur le mur, et soudain, avec un morceau de charbon, il en fixa le contour sur le mur. L'origine de l'art se pense ici comme une relation narcissique de soi à soi. En tant que l'un des signes les plus éclatants de la promotion sociale de l'artiste, le genre de l'autoportrait incarna parfaitement ce nouvel idéal. Voilà, alors, les essais sur l'art de Ralph de Koninck sont publiés par les éditions L'Harmattan, donc c'est assez... Il a beau être belge, ça a beau être un universitaire belge, son travail est assez... Il est assez facile de se procurer son travail, hein. Donc vous pouvez commander ces livres, donc publiés par l'Harmattan, auprès de la librairie Publico, 145 rue Amelot, 75 011 Paris, métro Robert. Oberkampf, Fille du Calvaire ou République. Absolument, on peut pas rater la librairie Publico, hein. Non. Et numéro de téléphone 01 48 05 34 08 et leur site internet après les W, librairie-publico.com. Voilà Robert avec le texte d'aujourd'hui. Merci mon Jean, et je rappelle que la librairie Publico, tous les samedis après-midi, enfin presque tous les samedis après-midi, accueille des auteurs, des gens de théâtre, de cinéma, bref. Et bientôt, il y aura un samedi après-midi qui sera consacré aux auditeurs de Radio Libertaire qui veulent venir papoter avec des animateurs d'émissions. Voilà, je sais plus si c'est le 26, enfin il faudra que je vous précise la date. Mais en tout cas, vous pouvez vous tenir au courant, éventuellement en téléphonant à Publico ou en leur envoyant un mail avec les adresses, en vous servant des adresses que Jean et des téléphones que Jean vous rappelle à chaque mardi. Voilà.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité, à Racaille, la 99e, avec ce matin dans le studio notre camarade hussard noir Jean, toujours commissionné à votre instruction artistique, dont vous avez pu apprécier l'immense culture tout à l'heure dans son premier billet, qui va continuer avec un second billet sur des histoires de vie, histoires d'artistes. À toi, mon Jean. Oui, on va continuer sur le thème donc du pouvoir de l'art et remonter dans l'histoire dans la foulée de Pline l'Ancien. On vient d'écouter la fouine du Ferme. Voilà. Et remonter même très très loin, puisque ce que je vais vous raconter maintenant, on ne sait pas exactement. C'est un mythe de l'art. Est-ce que ce personnage a réellement existé? On n'en a pas la certitude absolue. Butadès. Alors à la question qui a inventé les arts qu'on dit aujourd'hui plastiques, ça doit dater d'ailleurs, la formulation doit dater de la Renaissance, les arts plastiques. Je crois qu'avant c'était les arts plastiques, on disait les arts du dessin. C'était une traduction romaine du grec. Quand je dis dessin, évidemment, c'est D-E-2-S-E-I-N. Voilà. Et puis aujourd'hui, on appelle ça les arts plastiques. Donc, à la question qui a inventé les arts dits plastiques, les Grecs répondirent par un mythe. Car le mythe, en fait, était pour eux un outil logique qui permet de résoudre les contradictions et d'expliquer la totalité du réel. Alors, Pline l'Ancien attribuait au Corinthien Butadès l'invention de la plastique en terre cuite, tu vois. Sa fille était éprise d'un jeune Corinthien qui faisait son service militaire ou quelque chose qu'on pouvait d'équivalent pour l'époque. Alors qu'un soir, celui-ci partant pour l'étranger avec sa garnison était venu lui faire ses adieux. Elle eut l'idée de faire son portrait, en fait, parce que il y avait un soleil rasant, tu vois, de fin du jour, elle a eu l'idée, en fait, de faire son portrait en traçant avec une pointe sur la paroi de la chambre, le profil du visage dont l'ombre se projetait sur le mur avec ce soleil couchant. Voilà. Alors, son père, Butadès, appliqua, c'était quand même assez précis, je crois qu'elle avait réussi à repérer les yeux. Butadès, il a appliqué ensuite sur cette silhouette, dessinée avec à la pointe, il a appliqué une couche d'argile qui en reproduisait très précisément les contours. Et après l'avoir détachée du mur, puisqu'elle était encore fraîche, encore un petit peu fraîche, disons, cette couche d'argile, il l'a mis au feu. On eut ainsi un portrait durable, le premier portrait de l'histoire en ronde bosse, on peut appeler ça comme ça, même si on n'est pas encore dans les bas-reliefs. Alors Pline ajoute, dans son histoire naturelle, toujours dans son histoire naturelle, qu'il fut conservé à Corinthe jusqu'à la ruine de la ville, de celle-ci, au moment, il faut le préciser, de la conquête romaine. Et alors ce fameux contour, puisqu'on peut l'appeler comme ça, a en tout cas été considéré comme le père de la plastique, de peinture, sculpture et plus généralement de tous les arts en fait dont on peut dire qu'ils dépendent du trait. Tu vois, mon cher Robert. Alors, il est intéressant de remarquer que la même initiative, celle de l'utilisation de l'ombre d'un objet ou d'un être vivant pour en tracer le contour, fut attribuée par l'histoire à des personnages différents. Le mythe nous apprend ainsi que la représentation dans la peinture fut d'abord en fait celle d'un simple dessin et que ce n'est qu'ensuite que les silhouettes formées auraient été coloriées. Hypothèse d'ailleurs confirmée par le fait que Pline précise que le nom des personnages, d'abord placé à l'intérieur des silhouettes, fut par la suite écrit à l'extérieur lorsque celles-ci furent coloriées. Tu me suis? Oh, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Alors l'art de dessiner les ombres, par exemple, fut précisément, ça tient toujours du mythe, découvert par Sorias de Samos, qui représenta un cheval placé au soleil. Et puis celui du dessin au trait, par contre, fut découvert par Craton de Sicyone, en traçant le contour d'un homme et d'une femme sur une tablette blanchie. Bon, puis on revient à Butadès, il passait aussi pour avoir inventé une certaine composition de terre à briques et de craie, particulièrement propre à la plastique,
Et pour avoir eu le premier l'idée d'orner de figures estampées l'extrémité des tuiles, puisqu'il était potier, ce brave Butadès, hein, je crois que j'ai oublié de le préciser. Bon, c'était un artisan en fait, hein, qui avait évidemment, comme on l'a compris, des velléités artistiques. Et alors le peintre Johann, là on remonte pas mal dans l'histoire, le peintre Johann Heinrich Füssli, un symboliste, auteur du célèbre Cauchemar, tu vois là, cette tête de cheval fantomatique qui apparaît à la fenêtre là avec à travers les rideaux. Yes. Cet auteur du fameux Cauchemar, il a consacré la première conférence qu'il a prononcée à la Royal Academy de Londres en 1801, au moment de sa réception, à l'art antique. Et alors, dans cet exposé historique, qu'on peut d'ailleurs facilement lire encore aujourd'hui, il reprend le mythe de la fille de Butadès. Alors, s'il ne s'attarde pas sur le récit par Pline de ce transfert qui fonde, on peut dire, la nature émotive, mais aussi mimétique de la peinture, il lui accorde une place inaugurale. À partir de cette source, donc grecque, il élabore une théorie de la gradation du passage du dessin à la couleur. Attention, Robert, c'est toutes nos origines qui sont, tu l'as bien compris. Oh, ben oui. S'il existe une légende qui mérite notre attention, c'est bien celle de ce conte d'amour de la servante corinthienne qui, grâce à la lumière d'une lampe cachée, traça les contours de la silhouette de son amant avant qu'il ne la quitte. Ce récit, là je cite évidemment Füssli, ce récit nous encourage en même temps à formuler des observations sur les premières tentatives mécaniques de peinture et sur cette méthode linéaire qui semble s'être maintenue en tant que fondement de l'exécution longtemps après que l'instrument pour lequel elle avait été conçue eût été lui-même abandonné. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais mettre là sur le blog de l'émission? Pas grand-chose. Je vous donne quand même l'adresse parce que Butadès, je vous dis, on ne sait pas ce qui tient du mythe et ce qui tient de l'histoire réelle. http://arrakai.blogspot.com. Et nous verrons tout à l'heure, on remontera un peu dans l'histoire jusqu'à Zurbaran, avant de finir par une artiste contemporaine, si on a le temps. Voilà. Oh oui, on a tout notre temps, justement. Je voulais relever un peu rebondir sur ce que tu viens de nous raconter. Relever le niveau, tu voulais dire? Non, ok. Ah non, Jean, arrête. Mais parce que je pensais en même temps que tu racontais cette histoire aux arts graphiques égyptiens, aux mésopotamiens, etc., qui étaient toutes dans l'idéalisation de la figure. Mais là, on a affaire vraiment pour la première fois à un portrait d'un être vivant non idéalisé, tout à fait, puisque c'est... Oui, encore une fois, je le rappelle, le but est de comme on l'a vu dans le texte de Ralph de Koninck, le but est de représenter le plus fidèlement possible, de substituer à l'être qui s'est absenté pour une raison ou pour une autre. Ça peut être un départ comme avec l'amant de cette jeune Corinthienne, ça peut être un décès. Le but est de substituer une représentation la plus fidèle possible à l'être absent, quoi. Tout à fait. Voilà. Bien, non, et c'est pour ça que effectivement c'est vraiment très très important dans l'histoire de l'art contemporain, on peut dire, parce que avant c'était plutôt je avec les Grecs. L'autre jour, je lisais des citations d'Aristote, de tous ces gens-là, et je me disais que l'humanité avait pas tellement progressé depuis cette époque, qu'ils avaient pratiquement tout inventé, et que depuis il y a eu un espèce d'immense blanc. Ah mais complètement, on peut tout à fait trouver ça. D'ailleurs, par exemple, au début du christianisme, tu vois, ils ont récupéré cette culture, mais au début du christianisme, la représentation du divin est rigoureusement interdite, comme elle l'est par exemple dans l'islam, tu vois. Tout à fait. Et en fait, ils ont récupéré, ça n'est venu que longtemps après, tu vois, la représentation, l'identification en fait à Dieu. Ouais. Et il a fallu qu'on puisse assimiler, si tu veux, l'image à une relique. Ouais. C'est-à-dire que la représentation, pour pouvoir accepter les représentations du divin,
on a laissé penser que ces représentations avaient à peu près la valeur de reliques de saints ou de choses comme ça. Ouais, absolument. C'est-à-dire qu'elles étaient des parties des personnes disparues. Voilà. Alors si que c'est très clair. si c'est très clair, mais alors que le Caravage ou des gens comme ça ou même Manet, on retrouvait les espèces de censure que d'une certaine manière que tu évoques à propos des premiers chrétiens, etc. Mais ça se passait au Quattrocento ou au 19e siècle. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, parce qu'on on représentait des divinités les modèles étaient des prostituées ou étaient des gens. Oui, tout à fait. Voilà, et c'est la Renaissance en fait qui a cassé ça, si tu veux, pratiquement dès ses débuts. Ouais. Même si on est encore au début de la Renaissance, on est encore dans l'artiste qui s'efface derrière Dieu, c'est-à-dire qu'il n'est qu'une main d'artisan. Mais c'est Dieu qui le guide, c'est Deus Pictor, le Deus Pictor dont je parlais tout à l'heure. C'est lui en fait qui crée. Il est le seul créateur, tu vois. Et les artistes narcissiques de la Renaissance vont casser ce truc-là, et on peut dire que ça perdure aujourd'hui avec les artistes contemporains. La relation narcissique du soi à soi dont je parlais, on est encore en plein dedans. Même si les médiums, évidemment, ont beaucoup évolué avec les nouvelles technologies et tout, voilà. Absolument. Merci mon cher Hussard, donc on va se reposer deux minutes. Parce qu'évidemment, les artistes narcissiques, qu'est-ce qu'ils ont pensé à présenter en premier ? Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub à Raquel 99e, avec ce matin dans le studio notre camarade Jean, hussard noir de la République, le bien nommé, qui va poursuivre votre instruction artistique avec une deuxième histoire d'artiste, probablement aussi, comment on pourrait dire, instruite que la première, donc cramponnez-vous. Alors c'est toi qui parlais
de Caravage tout à l'heure. Là, on va avoir affaire à un autre questionneur, je mets ça entre guillemets, de l'art. Sans Caravage, il aurait eu du mal quand même à exister, mais ça n'en reste pas moins un peintre qu'on peut considérer aujourd'hui comme majeur de l'histoire de l'art. J'ai oublié de dire, on a écouté les Arctic Monkeys. Oh yeah. Fluorescente adolescente. Donc oui, Francisco Zurbarán ou de Zurbarán. Je ne sais plus si on met une partie. Zurbarán. Il a voyagé partout, il a cet avantage. Sur moi, j'ai pas souvent dépassé la frontière des Pyrénées. Oui, qui c'est qui va tremper ses miches dans la Méditerranée, là, incessamment sous peu, d'une manière inopinée? Je reste en France. Ouais, c'est ça, la Méditerranée, c'est pas la France. C'est déjà je vais essayer de faire passer quelques mecs. De Vintimille, voilà. Bon. Oui. Ah, d'accord, ça je comprends mieux là. Ouais. Bah ouais, c'est une couverture. C'est un peu comme la laïcité, c'est une couverture. Oui, c'est une couverture. Zurbarán. Il m'impressionne tous les mardis. C'est 1598-1664. Alors il fait son apprentissage à Séville. Il aurait pu commencer plus mal, mais mieux aussi, il faut le dire, chez un dessinateur d'images pieuses. Bon. Alors ses débuts relativement impersonnels, quand on voit les premiers travaux, c'est un petit peu pathétique, on va dire, reflètent quand même ce qu'était alors l'école de Séville, et qui faisait régner l'adoration de Raphaël. Il va se passionner pour ce que l'on commence à raconter sur Caravage, et il n'y aura pas, on peut le dire comme ça, en Espagne, de vision plus sensible et plus humblement dévote de Caravage que celle de Zurbarán. Non, je crois que je vais arrêter parce que de toute façon, j'y arrive pas. Alors, travaillant avec une ardeur d'artisan, il inondera les églises andalouses de tableaux édifiants qui, contre toute tentation moderniste, s'en tiendront au strict programme iconographique exigé par les communautés religieuses. Alors l'art de Zurbarán est précisément en fait d'imposer à cette imagerie décadente une puissance, une autorité réaliste, une espèce de qualité de métier, tu vois, qui à la lettre feront rêver les commanditaires, redonnant à ces images dévaluées une puissance picturale inconnue jusqu'alors, au moins en Espagne en tout cas. Son Saint-Sérapion, qui est signé et daté de 1628 et qui, moi, personnellement, est mon Zurbarán préféré, en fournit un bon exemple. On est dans le théâtre. L'artiste a 30 ans à peine lorsqu'il campe cette scène de martyr avec une provocante absence d'accessoires, révolutionnaire pour l'époque, réservant tous ses soins à la robe du moine, dont il module les ombres et les plis à l'aide d'une espèce d'une sorte de pâte crémeuse et mince, où se jouent toutes les nuances à peu près possibles du blanc. On ne peut rêver en fait devant la monumentalité de cette effigie, d'un art plus dépouillé, moins spectaculaire, même si ça te fiche sur place. C'est une dizaine en fait d'années plus tard, après qu'il se soit installé à Madrid comme peintre du roi, à la demande de celui-ci, puis qu'il soit revenu en Andalousie, ça s'est pas très bien passé à Madrid, que Zurbarán impose le mieux cette imagerie volontiers archaïque, c'est totalement assumé chez lui, dont il s'est fait une spécialité, mais que sauve l'intensité du sentiment et surtout une étonnante maîtrise technique. Celle-ci apparaît comme un subtil mélange de trompe-l'œil flamand, tu vois, et de naturalisme local sur lequel sont venus se greffer ces découvertes madrilènes. Il n'y a que Velázquez, je dirais, qui ait réussi en sa jeunesse des natures mortes dignes de celles que Zurbarán réalise avec un extraordinaire souci de vérité iconographique. Ces immaculés s'envolent sur des nœuds de vipères, des croissants de lune ou des tapis de roses, mais devant quel paysage, sur quelle vipère et sur quelle rose. Magnifique Zurbarán. Il y a en effet dans toute la grande période créatrice de Zurbarán un charme d'autant plus paradoxal que celle-ci repose sur un curieux amalgame de foi gothique et de maniérisme sentimental, alors que le dessin et l'exécution sont toujours poussés jusqu'à la perfection classique. Je crois que c'est ça qui est merveilleux. Durant toute sa période sévillane, Zurbarán nous éblouira
par l'importance accordée aux objets, hein, et notamment à l'aspect temporel du costume religieux, de la bure automnale des franciscains au charbon de la soutane jésuite, hein, tout n'est que joyaux et pure peinture. Voilà. Alors ces déploiements solennels, on peut le dire, atteignent chez lui un poids qu'on peut, enfin presque minéral. Hein. En 1639, Zurbarán perd sa seconde femme, et c'est un peu le début de la fin, hein, puisque un troisième mariage contracté quand même 4 ou 5 ans plus tard. Hein, il a mis du temps à s'en remettre. Un troisième mariage semble l'inciter à une expression plus sentimentale de son art, on va dire malheureusement. Hein. Il est probable aussi que le succès de Murillo, qui est du jeune Murillo alors, hein, à l'époque, soit à l'origine de cette évolution. Voilà, comme quoi la concurrence, ça n'a pas que de bons effets, mon cher Robert. Les commandes s'espacent, tu vois, et la gêne s'installe au foyer du peintre. On assiste alors, ça aurait pu être l'inverse, mais c'est comme ça que ça se passe, on assiste alors à un amollissement de son métier qui lui sera fatal, hein. Il mourra pauvre et totalement oublié. Ce déclin final a beaucoup nui à sa gloire posthume. Hein. Néanmoins, jusque dans sa période de déclin, sa peinture réserve de très heureuses même surprises. Hein. Ainsi, l'admirable cubiste que fut Juan Gris, je sais que tu aimes Juan Gris, Ouais. Ne craignait pas de mettre Zurbarán tout simplement au-dessus de tous les peintres, Caravage compris. Hein. Voilà, mais enfin, il y a peut-être un peu de chauvinisme espagnol là-dessous. Hein. Voilà, je vous mettrai le Saint Sérapion de Zurbarán sur le blog de l'émission. Vous allez voir, c'est une peinture magnifique, y compris pour ceux qui sont sans Dieu, sans maître et sans publicité, sur le blog de l'émission, http://arakai.blogspot.com. Voilà mon Robert avec Zurbarán. Merci mon Jean. Bah écoute, non, j'aime bien parce que des artistes comme lui, et comme d'autres dont tu as évoqué la vie et l'œuvre au cours de ces émissions, me les font redécouvrir. Enfin, tu vois, je trouve que c'est vachement important parce que d'avoir cette espèce de rappel de la mémoire pour tous ces artistes qui ont contribué. Je dirais pas à ce qui se passe maintenant, hélas, mais bon. Mais enfin, il y a eu quand même un fil depuis ces époques jusqu'à récemment, qui est un peu rompu maintenant, mais bon, il faut pas pleurer non plus. Voilà.
Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité, à Racaille, la 99e, sur la plus rebelle des radios, la plus rebelle des émissions, les plus rebelles des animateurs. Et tout de suite, les petites annonces trad concernant les 3 œuvres majeures de la FA, c'est-à-dire Radio Libertaire, où nous sommes, on se sert les premiers, c'est bien normal. Radio Libertaire qui a besoin de vos thunes, chers camarades, pour entretenir son studio d'enregistrement, c'est 2 studios d'enregistrement, c'est 2 régies, comme on dit, si on veut faire le professionnel, ce qui nous va pas très bien, surtout à moi d'ailleurs, parce que mon genre est en hors concours. Voilà, donc pour aider votre radio préférée, écoutez nos voix charmeuses qui vous bercent tous les mardis matins, vous pouvez aller retirer à la librairie Publico, 145 rue Amelot à Paris dans le 11e, dont Jean vous évoque, vous rappelle l'adresse, le téléphone, le mail, tous les mardis, donc dans cette charmante, dans ce haut lieu, que dis-je, de l'anarchie parisienne, vous trouvez une carte d'auditeur qui coûte 20 €. Alors vous vous empressez de sortir de votre poche la dite somme, et en contrepartie, vous avez cette carte d'auditeur qui est c'est un must, c'est un collector. Et voilà, vous avez fait une bonne action et on pourra continuer à blablater longtemps dans le micro. Et puis, donc la librairie Publico, dont, je le répète, Jean se fait le héros tous les mardis. La librairie Publico, cette matrice dans laquelle beaucoup de jeunes gens, fils de notaire ou de... Bref, ont été dépucelés, une librairie militante où vous pouvez découvrir plein d'ouvrages justement sur l'anarchie, sur cette idée émancipatrice, éminemment contemporaine, enfin pour ce qu'il en reste. Et vous pouvez aussi trouver plein de petits dommages collatéraux comme des affiches, des flyers, des CD, des t-shirts, des publications aussi, des publications underground. Voilà, avec 2 permanents charmants, propres sur eux, Laurent et Max, qui pourront vous guider dans cette caverne d'Ali Baba. Et puis enfin, le Monde Libertaire, ce journal mythique, ce magazine hebdomadaire, comme beaucoup de magazines d'ailleurs, où vous pouvez vous tenir au courant de l'actualité anarchiste, mais pas que, il y a aussi des news du monde ordinaire et extraordinaire dans lequel nous vivons, que vous pouvez trouver dans quelques kiosques d'élite de la capitale, comme je le radote depuis 99 émissions. Là, vous avez l'autorisation, on vous autorise, c'est Arakai qui vous autorise. Et avec une autorisation d'Arakai, vous êtes couvert. Vous pouvez chourer, si vous n'avez pas la thune pour l'acheter, mais seulement dans les kiosques. Par contre, si vous allez à Publico, il y a un tas qui est émis tous les mardis, vous pouvez évidemment l'acheter, mais pas le chourer, parce que Laurent et Max sont comptables de ce dépôt de presse, et s'il y en a qui disparaissent, c'est eux qui l'ont dans le baigneur, comme on dit, à la piscine de Ligny. Voilà. J'ai terminé avec les petites annonces, et maintenant, dans la foulée, Jean m'a remis un papier de notre camarade Agnès, que vous avez entendu il y a quelques semaines ici, qui a décidé de nous transmettre des appels d'offres concernant des projets artistiques, et celui dont je vais vous parler, c'est un projet de la ville de Paris, qui soutient les artistes plasticiens de toute nationalité à l'occasion de projets personnels liés à Paris, soit par le sujet, soit comme manifestation participant dynamisme de la scène artistique parisienne. J'espère que c'est pas dans le même registre que l'expo sur la Commune, parce que autrement ça craint. Alors les projets sont notamment la préparation d'une exposition personnelle, la préparation d'une intervention spécifique, la réalisation d'une pièce particulière destinée à une représentation publique, représentation c'est un peu redondant, à Paris ou à l'étranger en lien culturel avec la capitale. Ils se mouchent pas du pied, les mecs. Les candidats justifient d'une pratique professionnelle dans le champ de la création contemporaine par
l'affiliation à la Maison des Artistes, cette maison Zozo, ou des expositions dans des institutions publiques Zozo ou privées Zaza, ou des travaux antérieurs. Enfin, antérieurs, faut pas que ce soit trop antérieur quand même. Faut que ce soit un antérieur récent. La commission d'examen des projets, composée d'experts de la ville de Paris, là on peut craindre le pire, et de personnalités qualifiées extérieures, considère les critères d'attribution suivants. L'intérêt du projet, c'est le moins, parce qu'évidemment, si c'est un projet à chier, je vois pas pourquoi vous le présenteriez. L'utilité du soutien pour le réaliser, évidemment. Si on n'est pas fils à papa, c'est mieux. La carrière et la personnalité de l'artiste, l'existence d'un lien avec la ville de Paris. Le montant des aides s'est échelonné en 2010 de 1 780 € à 5 000 €. C'est vraiment misérable. Enfin bon, on est habitués, nous les rapins, à avoir de ce genre d'obol. 3 remarques importantes. L'aide n'est pas rétroactive. L'artiste ne peut bénéficier que d'un seul soutien tous les 2 ans. C'est vrai, il faut quand même pas abuser, quoi. Parce que la pauvre ville de Paris, elle se retrouve sur le tapis. Il ne peut recevoir qu'une seule aide. Ça, il nous le martèle, direct ou indirect, de la ville de Paris pour un même projet. C'est vraiment des radasses. Le dossier de candidature comporte obligatoirement les pièces demandées dans le formulaire CF page 3, entre parenthèses. Il peut être déposé au département de l'Art dans la ville. Alors notez bien l'adresse, 15 rue de l'école de médecine, 75 006 Paris. C'est une rue qui est parallèle à la Seine sur la rive gauche. Couvent des Cordeliers, premier étage, métro Odéon, ou il peut être envoyé par la poste à la direction des affaires culturelles, département de l'Art dans la ville, 31 rue des Francs-Bourgeois, 75 188, Paris-Cedex 04, mention commission aide au projet. Le dossier artistique est restitué à l'issue de la commission à laquelle il participe. C'est le moins qu'il puisse faire, hein. C'est gland. Pour l'année 2011, la période de dépôt des dossiers de candidature est du jeudi 14 avril, vous tenez bien la rampe, je répète, du jeudi 14 avril au jeudi 28 avril, 17h, sauf samedi et dimanche. Faut pas oublier que vous avez affaire à l'administration et qu'ils adorent les week-ends. Sont concernés les projets devant faire l'objet d'une présentation publique à compter de septembre 2011. Les dossiers envoyés par la poste devront parvenir au département de l'Art dans la ville, plus tard, le 28 avril 2011. Veuillez bien prévoir le délai d'acheminement de votre dossier. Le cachet de la poste faisant probablement foi, mais ils oublient de le préciser. Alors, pour obtenir le formulaire de candidature 2011, votre correspondant au département de l'Art dans la ville est Brigitte Pilat. P-I-L-A-T, brigitte.pilat@paris.fr ou 01 58 81 33 09. Merci Agnès. Et vous retrouvez probablement toutes ces infos sur le blog Aracaille, dont Jean assure la maintenance, comme pas mal d'autres choses aussi. Voilà mon Jean. Alors maintenant c'est à toi. Mon Jean. Eh bien, il est 11h10. Ah, non, bon, un peu de musique, parce que là il y a quelque chose qui se passe, je sais pas.
libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, à Racaille, la 99e. Vous êtes toujours sur la plus rebelle des radios, la plus rebelle des émissions, la plus rebelle des animateurs. Et la parole est à notre camarade Jean, qui va nous finir pour de bon, avant de partir se dorer la pilule sur la côte d'Azur. Déjà que la régisseuse se la dore en Bretagne, et il y en a partout. Et moi, je reste fidèle à Paris, la plus belle fille du monde. Bon. Et ouais, et ne reste plus à Paris qu'une vieille fille jalouse. Robert. Ouais. Voilà, on vient d'écouter Arcade Fire, Rébellion. On se finira tout à l'heure avec le staff Benda Bilili à Vramandol, et un peu avant, c'était Polyhawks, Antibodies. Oh là là, Antibodies. Antibodies. Alors, pour en finir avec le pouvoir de l'art, aujourd'hui, on va remonter jusqu'à une artiste contemporaine qui a été gentiment baptisée la plasticienne du superflu. Je suis pas sûr que ce ne soit que gentil. C'est Sylvie Fleury, hein. Elle est née en 1961 à Genève. Alors, elle s'est faite remarquer à la fin des années 80 hein, en exposant ses sculptures de shopping bags. Elle vit et travaille hein, dans une demeure genevoise que l'on appelle curieusement la Villa Magica. Tu vois, la bâtisse au toit pointu appartenait jadis au professeur Magicus, puis à sa fille Magiquette. Ah non, c'est bon, ouais. C'est sérieux. Sérieux? C'est sérieux. Ah non, mais qu'est-ce que c'est cette histoire de con? C'est presque du Odile, je trouve. Hein. Ah oui, tout à fait. Elle va encore Sylvie plus nous Fleury aimer. y puise peut-être, on va dire, l'énergie laissée par les nombreux magiciens du début du siècle passé, tu vois, qui l'ont visité, hein, pas seulement habité, mais visité. Ah, Elle ils ont affectionne ainsi particulièrement la photographie d'aura, tu vois, d'objets d'ailleurs comme de personnes hein, qu'elle capture au fil de ces rencontres, telle l'aura des chaussures du Dalai Lama, tu vois. Les chaussures du Dalai Lama, elles ont forcément une aura, hein, bien sûr. Ces œuvres s'appuient généralement sur l'exposition d'objets a priori investis dans la société d'une forte valeur esthétique, mais aussi sentimentale. Hein. Des installations ou photographies de chaussures à talons, l'agrandissement de couvertures de magazines érotiques, l'exposition de luxueuses automobiles américaines, des sculptures représentant des bâtons géants de rouge à lèvres, des fusées, enfin bon. Et alors dans ces œuvres, on retrouve souvent des teintes identiques issues de la palette de produits de maquillage et des fourrures synthétiques qui recouvrent les objets. Hein. Ces éléments, souvent liés les uns aux autres, soulignent les processus d'esthétisation en jeu hein, et de fascination. Le spectateur retrouve ainsi les motifs de flammes stylisées qui ornent certaines automobiles, hein, repris dans des peintures murales, des automobiles maquillées, c'est-à-dire recouvertes de peinture rose ou carmin, hein, qui sont les couleurs de vernis à ongles, des tubes de rouge à lèvres et des fards à paupières. Pour confirmer cette analyse, une voiture, par exemple, une voiture compressée intitulée Skin Crime 2, se réfère en fait de manière formelle par son titre à une collection de rouge à lèvres de la marque Givenchy. Je ne vais pas au bout puisque Givenchy, la radio sans pub, sans Dieu, sans maître et sans publicité, surtout sans publicité. Voilà. Et puis alors dans son travail, les références, on peut le dire, à des œuvres artistiques sont assez rares. Hein. C'est d'ailleurs le cas chez beaucoup d'artistes contemporains. On note quand même des renvois hein, aux compositions de Mondrian ou aux boîtes de soupe de Varol, tu vois, dont le principe serait d'offrir un jeu linguistique pour ceux qui ont du mal à situer l'art par rapport à leur voiture ou à leur montre. D'accord, hein, je vois. Oui, tu vois. Hein. Oui. On peut s'interroger sur l'engagement aussi politique dans l'œuvre de Sylvie Fleury, hein, parce que femme et artiste dans une période où l'art contemporain s'est engagé dans le social et le politique. Mais si elle ne prétend pas être une victime de la mode, elle prend pourtant le shopping et le maquillage comme des actes de plaisir, hein, revendiquant ainsi son droit à la consommation et à l'hédonisme, hein, selon des principes qu'on peut qualifier quand même d'assez peu féministes. Hein. Oui, tout à fait. Ça, j'ai quelques copines qui doivent avoir des vapeurs là.
Voilà. Dans le même temps, ces fameux shopping bags semblent bel et bien dénoncer les excès du consumérisme. Enfin, ça c'est moi qui le dis. Ouais. Et la superficialité de notre société. Hein. Elle nous tend l'irrésistible miroir d'une société absorbée par son narcissisme. Ah ah! Voilà qui nous renvoie à la Renaissance. Hein. Et n'oublie pas de s'en amuser. Alors, nombre de critiques d'art ont ainsi pointé l'ambiguïté qui émane de son travail. Sylvie Fleury reprend littéralement les termes d'une propagande publicitaire qui édifie le culte de l'apparaître contemporain. Son esthétique est lisse, brillante, aseptisée. Les objets manufacturés comme les univers créés ne portent la trace d'aucun geste singulier. Aucun détail n'est négligé, tout est parfaitement réalisé, ordonné. Le geste artistique est tout entier contenu dans une transposition qui se fait sans heurts, sans volonté de transgression, comme une évidence. Mais pour qu'il y ait transgression, encore faudrait-il qu'il y ait des frontières assignées. Voilà, ce n'est pas que gentil. Hein. Donc, une œuvre de Sylvie Fleury, sur le blog de l'émission http://aracaille.blogspot.com. Et puis je vais, moi, en finir avec les 2 expos de la semaine. La première, c'est Daumier-Gavarni, ROPS, c'est l'invention de la silhouette. Ça, c'est au musée Louis Senlec, 31 Grande Rue, 95 290 L'Isle-Adam. Ça, c'est valable jusqu'au 18 septembre. Vous avez le temps. Hein. Ah oui, pour y aller. Tout l'été pour y aller. Oui. À pied, mais... ou en vélo. Ou en vélo, bien sûr. La caricature sociale n'épargne personne et les visions cyniques, comiques et tendres que portent les 3 artistes sur leurs contemporains permettent de découvrir un panorama de la société du début du 19e siècle. Hein. Au fil de leurs œuvres se dessine une silhouette assez comique, on dira ça comme ça. Puis bon, Daumier, Gavarni, Rops, moi j'aime moins, mais enfin bon, ça ne se refuse pas. Et puis il y a aussi Cliché japonais. Là aussi, vous pouvez y aller en vélo. Hein. Musée Albert Kahn, c'est 10 rue du Port, 9200 Boulogne-Billancourt, c'est jusqu'au 28 août, ça. À noter aussi, pour ceux que ça pourrait sensibiliser, qu'il y a un très beau jardin que vous pouvez visiter dans la foulée ou auparavant. Hein. Un montage sonorisé de photographies noir et blanc en relief datant de 1908-1909. 94 reproductions d'autochrome datant d'émissions effectuées en 1912 et en 1926-1927, et 6 montages de films d'archives noir et blanc sur un Japon atemporel. Voilà pour les expos. Alors tu as encore, si tu veux... Non, mon Jean, je crois qu'il est temps, parce que on a une musique un peu longue, et puis on finira peut-être même par le temps des cerises, pour une fois. Voilà. Ah, et si tu veux. J'envoie la musique. Salut les copains et les copines. Bonnes vacances. Salut à tous. Et puis on se retrouve dans une semaine, mon Robert, pour la 100e. Ouais. Que nous fêterons, nous, avec une bouteille de Cheverny. Sélection. Ouais, mon Jean. De chez Pascal Bélier. Non, je déconne. Sans publicité. Allez, on vous embrasse tous. Ciao. À la semaine prochaine.